membre de la coalition internationale SIDA, Coalition Plus, et fait partie d'autres réseaux tels que IDPC, Hépatite C Coalition ou ARASA. Nicolas fait partie du Collège international de SIDAction et à ce titre, il est membre du conseil d'administration. Plus maintenant. On m'a pas mis les fiches à jour, mais bon, Nicolas Ritter est membre de l'instance de coordination du CCM, en fait, depuis sa création en 2009, toujours. Oui. PIS, depuis 2012, est récipiendaire principal du Fonds mondial pour la société civile mauricienne. Premier Mauricien à parler publiquement de sa séropositivité en 2001, il a contribué à faire évoluer le cadre législatif mauricien sur le VIH et le sida. Son fort engagement militant a également contribué à un accès plus rapide aux antirétroviraux pour les Mauriciens, ainsi qu'à l'introduction de programmes d'échange de seringues de méthadone sur la belle île Maurice. Nicolas, tu as quelques minutes, je ne sais plus combien, tu as 20 minutes. Merci Michel. Bonjour à tous, mais merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour vous partager un petit peu mon expérience d'engagement communautaire à l'île Maurice et particulièrement dans le domaine des drogues. Et puis ça rejoint la Coalition Plus il y a 5 ans maintenant et c'est une adhésion qui nous rend très fiers et qui nous ouvre aujourd'hui des perspectives très intéressantes dans le plaidoyer, puisque c'est de cela dont on va un peu parler aujourd'hui, d'autant que dans notre réseau mondial, quasiment tous les membres de Coalition Plus travaillent avec ou auprès des personnes qui consomment des produits psychoactifs à des degrés divers, mais et tous ont des défis majeurs sur ces populations extrêmement stigmatisées, en France bien entendu, au Québec, au Portugal. On ne peut que saluer bien sûr les Portugais avec leur approche de décriminalisation des drogues, le Maroc bien entendu avec comme à l'île Maurice de gros problèmes d'injection de drogue, l'Amérique du Sud, en Équateur ou en Bolivie avec les questions de cocaïne, la Roumanie, injection de drogue également, l'Afrique qui découvre cette problématique et qui commence à y répondre, et bien sûr l'île Maurice. Alors l'île Maurice, ça peut faire rêver certains, beaucoup d'entre vous certainement, mais Maurice, c'est pas simplement des eaux turquoises, c'est aussi sur 1 300 000 habitants, 10 000 personnes estimées vivant avec le VIH, 10 000 injecteurs de drogue, dont 47% vivent avec le VIH et 97% sont testés positifs à l'hépatite C. C'est aussi, comme Michel l'a dit, grâce à la mobilisation communautaire des associatifs que nous avons réussi à faire bouger l'État sur les questions de programmes de méthadone et programmes d'échange de seringues en 2006, programmes qui ont été montés à l'échelle à partir de 2010 grâce au financement du Fonds mondial, et qui ont permis une chute de 60% dans l'incidence du VIH chez les usagers de drogue et 60% de criminalité en moins chez les personnes qui consomment des drogues. Donc, Maurice a été le premier pays en Afrique également à introduire ces 2 mesures phares de réduction des risques. La cascade VIH à Maurice est médiocre, en grande partie d'après nous, en lien avec le fait que 60 à 70% des personnes vivant avec le VIH sont des personnes qui utilisent ou qui ont utilisé des produits psychoactifs et nous avons un système de santé qui ne s'est pas adapté à cette spécificité. Nous avons un contexte répressif très fort qui fait que les gens vont et viennent en prison. 1/3 des détenus à l'île Maurice vivent avec le VIH et 2 prisonniers sur 3 retournent en prison. Je ne vais pas m'étendre sur cette diapositive, mais je veux juste vous le dire que PILS a été est la seule organisation à avoir mené une étude en profondeur sur les produits psychoactifs qui circulent dans l'île et à quelle échelle. Et je voudrais attirer votre attention surtout sur le bas de la colonne, puisque cette étude a été faite il y a 4 ans dans un contexte où les nouvelles drogues de synthèse faisaient leur apparition. On était déjà à entre 2 et 4% des personnes interrogées qui consommaient ces produits.
4 ans après, aujourd'hui, alors que le cannabis équivaut à 1 gramme de cocaïne en Europe, nous avons le cannabis le plus cher du monde et des produits psychoactifs extrêmement bon marché qui provoquent des overdoses chez les jeunes et des comportements de dépendance, enfin des situations de dépendance et des comportements violents qui sont répertoriés au quotidien. Donc c'est un vrai défi de santé publique aujourd'hui. Nous comptons renouveler cette étude pour avoir une meilleure, pour voir comment la situation a évolué depuis 4 ans. Mais quand on parle de drogue, de quoi parle-t-on finalement? Nous parlons de produits qui, quand ils sont absorbés, affectent le système nerveux central, altèrent l'humeur, la pensée, le comportement d'une personne. Ces produits peuvent être légaux, l'alcool, le café, je peux rajouter le sucre aussi, hein, le tabac. Je vous rappelle quand même que la cigarette, c'est 6 millions de morts par an, et que l'alcool est responsable de 3 millions de morts par an, et que le cannabis, qui est illégal, n'est responsable d'aucun mort par an. L'ecstasy, la cocaïne, l'héroïne, et on pourrait bien entendu continuer cette liste non exhaustive. Mais aussi, bien entendu, des médicaments qui sont couramment utilisés, que serait la France sans ces anxiolytiques. Et moi aussi d'ailleurs. Donc, merci, en parenthèse, à Bordeaux de nous accueillir pour parler de drogue aujourd'hui. Je trouve que le clin d'œil est pas mal. Nous sacralisons le vin et c'est très bien. Mais nous avons donc un rapport aux produits qui diffère selon nos cultures et surtout notre compréhension de ces produits. Et je crois qu'il est très important que nous revoyions justement tout cela, si nous voulons être efficaces aujourd'hui dans une réponse de plus en plus importante sur les questions sanitaires. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le continuum de consommation des produits psychoactifs, parce que ce serait vraiment, il me faudrait 1 heure pour vous en parler, mais voilà, toutes les personnes qui consomment ne deviennent pas dépendants et il y a différents patterns de consommation, hein, de l'expérimentation, l'utilisation occasionnelle, récréative, et puis on bouge sur cette courbe, enfin sur cet axe, et on y revient, et seulement entre 10 et 20% en fonction des produits et des habitudes de consommation, des modes de consommation, seulement 10 à 20% des personnes vont développer une dépendance forte, c'est-à-dire avoir besoin du produit pour fonctionner au quotidien. Alors, on a aussi un paradoxe mondial sur la classification des produits en fonction de leur dangerosité, qui ne correspond pas du tout aux conventions internationales, l'alcool étant le produit le plus dangereux pour l'individu, mais aussi pour son entourage, violence domestique, accidents, voilà. Et des produits qui au demeurant semblaient totalement inoffensifs, sont classés comme extrêmement dangereux par les conventions internationales aujourd'hui. Donc il faut revoir tout ça. Donc, en tout cas, il semblerait que nous soyons sur la question des produits psychoactifs et de ceux qui les consomment en situation d'échec. On nous l'a rappelé, Michel Kazaski nous l'a rappelé hier, une augmentation de plus de 33% de contamination chez les personnes qui utilisent des drogues ces 5 dernières années, alors que l'épidémie est plus ou moins stable, voire en régression dans certaines strates de la population. Les hépatites virales très présentes chez les consommateurs de produits psychoactifs et 67% d'hépatite C chez les injecteurs au niveau mondial. Une classification, je vous l'ai dit, obsolète des produits psychoactifs et une pénalisation, une criminalisation de l'usage de drogue qui est une mauvaise solution. Si les prisons soignaient les gens, ça serait. Au contraire, en incarcérant les personnes qui consomment des produits simplement sur le fait de la consommation, on ne fait qu'aggraver un problème et sans proposer véritablement de solution.
Donc c'est un problème mondial également. J'ai choisi la carte des opiacés, mais j'aurais pu vous mettre la carte des amphétamines ou de la cocaïne. Mais je voudrais surtout vous montrer que l'Afrique francophone aujourd'hui est au cœur du trafic. Et c'est quand il existe du trafic qu'il y a sur place aussi consommation. C'est comme ça que le trafic à l'île Maurice, la consommation a commencé à l'île Maurice. On ne cultiva pas de pavot chez nous, hein, seulement des préjugés. Et de la canne à sucre. Un échec total sur la guerre à la drogue installée par Nixon il y a une cinquantaine d'années. Sur les 10 dernières années, en tout cas de 2003 à 2013, une augmentation de 57% de la consommation des opiacés. Et vous voyez vous-même, 26% pour la cocaïne, 29% pour les amphétamines et 12% sur le cannabis. Donc, si nous souhaitons réellement arrêter le VIH et l'hépatite C, il nous faut absolument avoir une approche ciblée et intégrée sur ces questions de produits psychoactifs. Il nous faut changer de paradigme. Il faut vraiment évoluer sur ces questions-là, parce que si nous laissons de côté cette population qui continue à s'infecter et être source et réservoir de virus, nous n'y arriverons pas, et tous nos efforts sur les autres populations clés seront réduits à néant. Alors, justement, comment se fait-il que nous soyons aussi mauvais sur cette question des produits, alors que sur les questions les programmes des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les programmes des travailleurs du sexe pour les jeunes, pour les femmes et pour les trans, nous ayons fait des progrès considérables dans tous les produits, dans tous les pays, pardon, même les plus conservateurs. Et d'autant que la consommation de drogue, elle est transversale souvent à toutes ces populations. C'est ce que la Commission globale sur les drogues, la Global Commission on Drug Policy, a appelé le cercle vicieux des perceptions. Les drogues sont illégales, donc nous criminalisons son utilisation. La façon dont on parle des drogues dans les médias ou de la façon dont les politiques parlent des drogues est également négative. La question de la moralité vient jeter justement un jugement sur les personnes qui en consomment. Et qui sont du coup des menaces pour la société qu'on doit incarcérer. On les stigmatise et forcément cela entraîne de la discrimination, etc., etc., etc. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce rapport dont je vous parle plus tard, mais il s'agit vraiment de revoir un peu nos principes fondamentaux et se remettre en question. Il faut aujourd'hui militer pour une évaluation, une révision des conventions internationales. Et ce sera l'occasion l'année prochaine. En 2019, il y a un high-level meeting à Vienne, un comité de haut niveau interministériel qui va se pencher sur cette question après l'Ungas Drogue qui a eu lieu il y a 2 ans. Donc, je vais prendre mes petites notes parce que... Et rappeler que le IDPC, hein, le réseau international qui travaille sur la question des drogues, demande à ce que, premièrement, soit assuré un débat ouvert et inclusif sur la question des drogues. Deuxièmement, redéfinir les objectifs des politiques en matière de produits psychoactifs. Troisièmement, soutenir l'expérimentation et l'innovation politique, comme celui du Canada et du Portugal. Il sera d'ailleurs très intéressant de voir comment M. Trudeau va venir se défendre vis-à-vis des conventions que son pays a signées, alors qu'il régularise totalement le cannabis, tout comme au même titre que l'alcool, à partir du 1er juillet de cette année. Quatrièmement, mettre un terme à la pénalisation des populations les plus touchées. Et cinquièmement, s'engager sur une approche de réduction des risques. Donc, plus de soins, bien sûr, des approches, des cliniques d'addictologie, enfin, des soins, de la méthadone, des produits de substitution, traités, soignés, moins de répression, pas de prison, et changer notre perception sur les produits et ceux qui en consomment. C'est essentiel si on veut pouvoir avancer. Et
cette commission globale sur la politique des drogues dont je vous ai parlé plus tôt, composée de Kofi Annan, mais aussi de Ruth Dreyfus ou de Richard Branson et bien d'autres, il fait un travail formidable sur ces questions-là. Je vous invite vraiment à lire son rapport sur le problème des drogues, sur la perception des drogues. On y apprend des choses édifiantes, très intéressantes, drôles, mais en tout cas que la consommation de produits est un phénomène vieux comme le monde, mais qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau et que nous ne pouvons plus ignorer. Donc il faut vraiment changer si on veut pouvoir avoir une réponse sanitaire à cette problématique à travers une mobilisation communautaire. Support Don't Punish est un des axes de cette mobilisation communautaire que soutient la coalition, tout comme elle soutient la décriminalisation des drogues et milite pour une évolution des politiques des drogues dans le sens de plus de soins et moins d'emprisonnement. Il faut, avec les communautés des personnes concernées, engager les associatifs et les militants, que nous démédicalisons et que nous nous engagions vraiment dans une importante mobilisation et une ouverture d'esprit sur cette question-là. Il faut que nous remettions nous-mêmes en question sur nos propres représentations aux drogues. Je pense que vraiment, au sein même de nos organisations, nous avons... Alors, je ne sais pas s'il y a un terme qui existe, parce qu'on parle de sérophobie, on parle de transphobie, on parle de toutes sortes de phobies, mais on n'a pas parlé encore de drogophobie ou... voilà. Nous avons un rapport aux personnes qui consomment au sein même de nos structures qui n'est pas approprié à une réponse de qualité et à une mobilisation des personnes qui consomment au sein des programmes. Et nous le savons, on en parle depuis hier et on va continuer à en parler dans les prochains jours. C'est avec les communautés les plus touchées que nous arriverons à dépister, à maintenir dans le soin et donc à arrêter les épidémies de VIH et d'hépatite. Donc, si nous ne nous remettons pas en question, nous, corps médical, nous, associatifs, nous, scientifiques, nous n'y arriverons pas. Et voilà, je crois qu'il me reste 3 minutes pour les questions et je ne sais pas si je suis dans les temps. Parfait. Eh ben, parfait. Ben, écoutez, merci. Ouais. Oui.